Bonsoir. Bon, d'abord, un grand merci aux récitateurs qui ont fait un grand geste de courage aussi et qui ont récité une très belle formule du livre de mort. Probablement le chapitre 64 du livre de mort. C'est ça, hein? Bon, heureusement que je sais encore. Qui est un très beau chapitre dans lequel la conscience de l'individu rejoint les trois temps en même temps. Et donc l'éternité. Bon, je ne voulais pas vous amener si loin, mais vous savez, la jeunesse est fugueuse, donc ils y vont en direct. C'était bien. On peut se poser la question, pourquoi une école de philosophie voudra faire référence à l'Égypte qui était considérée au XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle comme un peuple enfantin, qui ne savait pas bien réfléchir, ni comprendre l'existence. Et qu'apparemment, l'unique chose qui les intéressait, c'était de ramasser des cailloux pour faire des pyramides. Mais parce que, heureusement, entre-temps, on a mieux traduit les textes, on a fait ce qu'en anthropologie, on essaye d'expliquer toujours, c'est mettre à la place de l'autre et penser comme l'autre, plutôt que comme nous, avec nos préjugés, etc. De tout cela est sorti quelque chose de très beau, une certaine sagesse, des connaissances qui sont avant la philosophie grecque, mais qu'apparemment les Grecs avaient bien compris, puisqu'il n'y a pas un grand philosophe grec qui n'ait pas passé un petit séjour en Égypte, question de voir comment était le monde. Témoigne le passage de Pythagore, de Platon lui-même, et d'autres. Je ne vais pas l'expliquer. Donc, si ces Grecs, quand même, n'étaient pas très sots, avaient besoin d'y aller s'inspirer et comprendre des choses dans les temples égyptiens, c'est que certainement ils ont tiré un profit, sinon on ne va pas en vacances tant de temps. Et c'est vrai que beaucoup d'enseignements que les Grecs nous ont transmis ensuite furent inspirés par les Égyptiens eux-mêmes, mais nous sommes très peu instruits là-dessus. En sixième, on n'explique pas trop, et ensuite on oublie de continuer à expliquer. Mais l'Égypte, c'est une de nos racines essentielles pour le monde méditerranéen et occidental. Alors quand on m'a proposé la conférence, et finalement on s'est mis d'accord sur ces trois mots, magie, pouvoir et spiritualité, je me suis dit, je vais vous expliquer donc et ces trois mots du point de vue égyptien. Tout bêtement, parce que, et comme ça, je veux vous initier un tout petit peu à comment eux traduisaient et appelaient ces mots, tout bêtement. Et après, si ça vous intéresse, on ira plus loin un autre jour. Mais le premier mot, magie, est un mot qui se traduit en égyptien par le mot Heka. Heka est le mot le plus proche de ce que nous pourrions appeler magie. Mais tout de suite, je vous arrête. Il y a plein mal des textes égyptiens qui expliquent que lire les formules magiques n'est pas suffisant. C'est-à-dire, le fait de faire tel rite ou telle lecture n'allait pas produire un effet miraculeux. Les Égyptiens n'entendaient pas la magie comme faire des prodiges ou des miracles. Je dis tout de suite pour qu'on se comprenne. Qu'est-ce qu'ils entendent, eux, par magie, ou Heka? Heka, ce sont deux mots égyptiens. He veut dire nœud, faire un nœud. Un nœud sert à fixer quelque chose.
On fait un nœud parce qu'on veut fixer quelque chose, on veut attacher quelque chose. D'accord? K est un mot qui désigne énormément de choses, mais fondamentalement, l'énergie créatrice de chacun, procréatrice de chacun, et cet élément qui est en nous-mêmes, qui contient, je dis bien qui contient notre corps physique. Quand les Égyptiens pensaient à la naissance d'un enfant, un bébé, il y avait un mythe qui disait, il y a un potier qui s'appelle Khnum, qui va faire 2 statuettes presque identiques. Une est toute une statuette qui prend là l'énergie corporelle, et l'autre, le physique. Le K est la matrice du corps matériel. Il n'est pas son double comme il est traduit, mais plutôt sa matrice. Et chaque individu a sa ressource de puissance psychique et génératrice qui s'appelle le K. Donc, qu'est-ce qu'on veut nouer? La force génératrice, qui est en rapport avec la force, les énergies des créations de l'univers. Donc, faire de la magie, pour un Égyptien, c'est de la connectique. Comment on rentre en relation, ici, avec les différentes énergies et lois de la nature, comment on rentre en correspondance, comment on interconnecte les choses entre elles. Donc, si on fait des bons links, on dirait aujourd'hui, bon, on serait hyper connecté, et alors on est capable de rentrer en contact avec les fluides, les énergies et les lois qui traversent l'univers. Donc, faire de la magie, c'est se connecter finalement à l'univers, à ses lois, à ses principes, à ses énergies. Voilà l'idée de faire Heka. C'est pour ça que, quand on l'écrit avec un triple nœud. Je vous ai dessiné là. Comme un caducée, mais c'est 3 nœuds. Et dans le monde souterrain, il y a les forces des renaissances. Dans ce monde ici, où il y a la vie quotidienne, et dans le ciel, où sont les dieux, les idées, les principes et les lois. Donc, en fait, ces triple nœuds relient le cosmos en lui-même. Et c'est pour ça que, bon, on noue des relations, on dit bien, j'ai noué des relations, c'est bien dit en français, c'est parce qu'il y a l'Égyptien. Et il faut toujours comprendre qu'on noue des relations. C'est ça qui est important. Et donc, c'est toute une science des relations, cette histoire de Heka. Et c'est pour ça qu'on parle de Heka comme de la force créatrice. Le sceptre qui désigne la Heka est un crochet, qui est un sceptre de berger. Avec le crochet, vous savez, on peut prendre les moutons égarés, on les reprend, etc. Et Heka représente la force d'attraction. Ce sceptre, si on se le manie, ça veut dire qu'on a une attractivité. On peut attirer. C'est une force d'attraction, pas de répulsion. Donc, quand on utilise la Heka, on essaye de relier des choses distinctes entre elles, et donc c'est faire union, tout bêtement. Provoquer l'union des choses, la cohésion des choses. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre. Et vous me direz, je ne suis pas un apprenti sorcier, ne vous inquiétez pas. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous regardez vous-même, vous allez voir que plusieurs fois, nous agissons comme des êtres fragmentés. Nous avons des pensées par-ci, par-là, nous avons des émotions, des sentiments qui partent dans tous les sens. Et donc, il faut les relier. Il faut faire l'union de tout ça. Il faut les rendre plus harmonieux, plus cohérents. Bon, ça, c'est faire Heka. Vous voyez? Donc, c'est une totale actualité, la Heka. Ça se fait pas avec l'intellect.
Vous comprenez? Ça fait partie. Mais ça se fait avec la demeure puissante que nous avons chacun dans nos cœurs. Ça part du cœur. Pour faire l'union, les Égyptiens disaient qu'il faut penser avec le cœur. Et toute forme de connaissance réelle s'est faite à partir du cœur pour les Égyptiens. Je reviendrai. Mais je vous présente les mots. Parce qu'il faut que vous compreniez ces mots. Qui sont importantes. Pour qu'on se situe un peu plus. Le pouvoir, le mot égyptien le plus proche est Sekhem, ou Sechem. Et il y a une déesse, que vous avez, si vous êtes allé en Égypte ou vu un musée, vous avez vu une déesse qui a une tête de lion et un corps de femme. Elle s'appelle Sekhmet. Sekhem, Sekhmet. Elle est le pouvoir, pas simplement féminin, mais des cohésions, des santé et des destructions. Et Sekhmet était guérisseuse et en même temps destructrice. Elle était vénérée par les médecins et par les guerriers. Parce que celui qui sait guérir, se tuer. Et celui qui se tuer peut faire guérir. Bon, vous le réfléchissez. En tout cas, Sekhem est traduite par la force ou la volonté magique qui est capable de vaincre l'hostilité à l'unité. Le pouvoir pour un Égyptien est avant tout battre le chaos, battre toute forme de désordre, d'état où les choses ne sont pas reliées entre elles. Et donc, Sekhem est la puissance que doit développer chaque individu pour pouvoir mettre à genoux le désordre, les manques d'unité, les manques de cohésion. Donc vous voyez que ça insiste. Heka, vous comprenez, ça s'enchaîne. Sekhem est le pouvoir intérieur en chacun qui permet d'être hostile à toute forme de fragmentation contre l'unité. Donc contre la cohésion. Donc il faut que ça devienne cohérent. Sekhem est un sceptre aussi qui est très beau parce qu'il naît, bon, c'est mal dessiné, c'est brutalement dessiné, mais c'est un papyrus qui fait sortir une sorte de rame. La palette de la rame, la partie qui touche l'eau dans la rame. Donc, c'est comme une puissance vitale qui nous permet d'avancer, donc de ramer dans les eaux de la vie. Parce que les hiéroglyphes sont très pensé, il y a toujours une relation, le dessin est très réfléchi chez les Égyptiens pour faire un hiéroglyphe. C'est pas quelque chose pour hasard, bon, on ne savait pas quoi faire, je dis ça. Non, non, pas du tout. Déjà, les étudier en tant que tels nous obligent à réfléchir à beaucoup de choses. Donc, Sekhem va nous amener un peu plus à cette idée de travailler avec le cœur. Parce que, quel est le véritable pouvoir, ils vont-ils dire? Je vais vous lire maintenant quelques mots. Le véritable pouvoir, c'est se vaincre à soi-même. Se vaincre à soi-même. Je sais que c'est pas nouveau, mais ils étaient avant nous. Et il est intéressant qu'une civilisation que Hollywood a tilté d'esclavagiste, et aussi aujourd'hui qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte, je le dis au passant, et que les pharaons n'étaient pas aussi tyranniques qu'on l'imagine. Mais surtout, on sait aujourd'hui que l'essentiel, c'est cette capacité de se dominer, de se vaincre soi-même pour se transcender. Après, il y a plein de philosophes qui l'ont dit, mais bon, c'est pas un scoop, hein.
Non, je dis tout de suite. Mais je vais vous lire quelques textes égyptiens de ce qu'on appelle les livres les plus anciens du monde. Vers 2500 avant Jésus-Christ, un vizir, c'est-à-dire un premier ministre, le pharaon, et demande la permission à Pharaon de choisir une canne sur laquelle s'appuyer. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire un disciple. Quelqu'un à qui transmettre l'enseignement. Il appelait la canne sur laquelle on s'appuie. On est vieux, on s'appuie sur sa canne, qui est son disciple, donc il décide, il demande à Pharaon s'il peut lui écrire quelques conseils. Vous voyez? De son expérience, etc. Parce qu'il a aidé à la gouvernance de l'Égypte pendant 40 ans et sous 2 pharaons. Donc le gars, il s'appelait Ptahhotep. Et on peut visiter sa tombe à Saqqara. Un garçon assez bien réputé, à tel point que ces textes, les premiers textes qu'on connaît comme un livre, pas un livre de mort, sinon un livre qu'on écrit pour donner des conseils, et va être utilisé pendant des millénaires pour les scribes, pour faire des exercices d'orthographe. Et bon, la chance, c'est que son possesseur écoute ou n'écoute pas. Pour un être, son cœur conscience est vie, prospérité et santé. Le cœur conscience, et c'est une expression égyptienne, parce que le cœur, il s'appelle Ab, et le siège est l'énergie créatrice de quelqu'un. Et il est la demeure de la conscience qui s'appelle Ba. Donc, le cœur conscience est une unité, habitacle et habitant. C'est cette unité qu'il faut réaliser parce que parfois, l'habitacle n'a pas l'habitant et parfois l'habitant ne trouve pas l'habitacle.
Mais oui, parfois on se demande où est son cœur. De quelqu'un qui vous parle. Ça vous est jamais arrivé? Si, ça vous est arrivé. Donc, cette notion cœur-conscience est très importante. Et comme vous le savez, pour les Égyptiens, dans l'au-delà, ce qui jugeait, c'est le cœur-conscience. Pour savoir si ça a bien fonctionné ou pas. C'est celui qui écoute, qui entend ce qui est dit. C'est celui qui aime entendre, qui accomplit ce qui est dit. Donc, la sourdité mentale, parce que si on n'entend pas, c'est pas simplement un problème d'oreille, je sais pas si vous comprenez bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui normalement ont les oreilles parfaitement claires et bien, mais ils n'entendent rien. Je pense que ça vous est arrivé probablement une fois. Et bon, mais c'est parce que ce que les Égyptiens appelaient la sourdité mentale. La sourdité mentale, pour un Égyptien, c'est le premier obstacle pour le cœur-conscience. C'est la première chose qu'il faut déjouer. Combien de fois on dit, même aux enfants, tu m'entends? Et il n'entend pas. Et pourquoi? Il faut entendre. Suis ton cœur, Ab, ta conscience, Ba, ça y est, et ton cas. Donc avec ça, ta puissance créatrice, le temps de ton existence sans commettre d'excès par rapport à ce qui était prescrit et n'abrège pas le temps de suivre le cœur, ta conscience de l'esprit. Gaspiller son moment d'action est abomination du cœur. Ne pervertis pas ton activité quotidienne en t'occupant de manière excessive de l'entretien de ta maison. Ceci veut dire, pas qu'il ne faut pas faire le ménage. Ceci veut dire, ne t'attarde pas trop dans tes biens matériels et occupe-toi d'autre chose que de la consommation. Voilà pour traduire ce que ça veut dire. Il faut savoir que les Égyptiens se sont refusés pendant des millénaires à créer de la monnaie. Quand d'autres puissances, y compris les Grecs, sont venus, et avec la monnaie, ils ont dit, il n'est pas question chez nous. On paye en nature, on fait du troc. Ceci évite beaucoup de spéculations. Et vous ne pouvez pas vous enrichir autant, vous comprenez? Parce qu'il y a un moment que vous avez marre de manger des canards. Même dans le sud-ouest, il y a une limite. Vous savez que les Égyptiens, c'est eux qui ont créé le foie gras. Hein? Bon. Je ne fais pas la pub, c'est pour vous expliquer. Et pour vous rendre plus amoureux de l'Égypte, pour vous dire, ah tiens, c'est comme nous. Quels que soient les événements, suis le cœur et la conscience. Car les événements ne seront pas favorables aux paresseux négligents. La paresse est un autre problème. C'est un autre obstacle pour l'Égyptien. Mais je reviendrai tout à l'heure entre les paresseux. Le paresseux pour un Égyptien n'est pas simplement celui qui a la main, des poils dans la main, mais surtout celui qui cherche son confort mental, émotionnel. Pas le confort physique simplement. Non, je vais pas savoir, ne me raconte pas ça, et je savais pas. Comment? Je n'étais pas au courant. Voilà, pour vous expliquer de quoi on parle. Celui qui n'est pas esclave de la matérialité peut acquérir des biens en se rappelant « Je voulais simplement réussir cette expérience ». Savoir ce que c'est avoir ça. On me prouver que je ne peux. Le gars est intelligent, c'est intéressant. Il deviendra par lui-même un responsable capable de commander. Le cœur conscient, vous voyez, de celui qui obéit aux pulsions de son ventre,
disparaît en s'égarant, et celui-là suscitera à son égard le dédain au lieu de l'amour. Il subira la tristesse d'un cœur sec. À un cœur sec correspondra un visage abattu, conséquence des actes de son propre cœur contre son possesseur. Pour finir, justement, de la vraie puissance et de la maîtrise de soi, s'appelle ce texte. Si tu es puissant, agis en sorte que l'on te respecte grâce à ton savoir et au calme de ton langage. Ne donne d'ordre qu'élevé et non selon les circonstances. Les provocateurs agressifs commettent une mauvaise action. Ne te montre pas vaniteux et tu ne seras pas abaissé. Sans rester muet, ne piétine pas autrui et ne réponds pas à une parole enflammée. Détourne ton visage, contrôle-toi. L'exaltation du passionné le déprécie. En revanche, pour qu'il s'avance de manière amicale, le chemin sera dégagé. Pour les futiles, la journée durant, impossible de vivre un moment de bonheur. Pour les frivoles, la journée durant, impossible de réussir à fonder une demeure. Celui qui atteint la plénitude ressemble à celui qui tient le gouvernail au moment de toucher terre. Vous savez, les Égyptiens se déplaçaient beaucoup en bateau, au gouvernail. L'autre, à l'opposé, serait immobilisé, empêché d'agir. Celui qui obéit à son cœur pourra formuler des souhaits réalisables. Bon, vous voyez, je voulais simplement vous lire quelques sagesses égyptiennes et vieilles de presque 5000 ans, mais qui expliquent déjà un programme d'éducation. Aujourd'hui, c'est un problème aussi, donc il faut qu'on comprenne par où il faut éduquer. Alors, il y avait un autre mot dans la conférence. Spiritualité. D'accord. C'est le 3. Le mot spiritualité est le mot le plus proche pour expliquer l'esprit et par conséquence la pratique de l'esprit, qui s'appelle spiritualité. C'est ak ou ach, qu'on traduit par âme spirituelle. Pour les Égyptiens, il n'y a pas la division des composantes de l'être humain comme nous. Il y a plusieurs composantes et qui dépassent le corps, l'âme et l'esprit. Donc on se comprend, il y a plus. Je ne vais pas développer. Le hak est traduit par puissance lumineuse. Ça, c'est une de ses fonctions, une de ses qualités, et l'autre, c'est être efficace. Quand on dit que quelqu'un est lumineux, on est en train, comme le texte, on est en train de dire que c'est quelqu'un d'efficace. Voilà ce qu'on est en train de dire. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que selon les Égyptiens, et aujourd'hui on le sait, tout l'univers est né de la lumière. Nous sommes tous, comme dit Rives et poussière d'étoiles, et de la lumière condensée, lentifiée. Oui, même au point de vue corporel, nous sommes ça. Pour les Égyptiens, donc, la lumière, il y avait plusieurs, la lumière physique, la lumière émotionnelle et la lumière de l'esprit. Le hak, pour les Égyptiens, était l'étincelle lumineuse qui réside en chaque être humain. C'est-à-dire la matrice de son esprit. Mais ils expliquent très clairement que pour la plupart d'êtres humains,
le hak est virtuel. Potentiel. C'est-à-dire, parce qu'ils disent, bon, le voyage dans l'au-delà est une opportunité pour devenir un aku, c'est-à-dire un être lumineux, quelqu'un qui a un corps de gloire, un corps de lumière, qui serait l'accomplissement définitif pour pouvoir se réintégrer à la source de lumière qui est le soleil, visible et invisible, etc., etc. Pour un vivant, il faut qu'il travaille et qu'il passe des épreuves, puisque le haku ou le maku est un initié, quelqu'un qui passe des épreuves et est capable de, petit à petit, relier son ka à son ba, sa puissance génératrice et protectrice, à son identité mentale, ka, ba, fusionner ces éléments-là. Si on travaille à ces niveaux-là, qu'on appellerait l'intelligence aujourd'hui, on pourrait dégager ce potentiel lumineux et actualiser le hak. Donc c'est un travail intérieur qui exige un grand détachement et une grande unité en soi pour pouvoir éveiller dans l'actif, de façon opérationnelle, actif, le hak, et transmettre alors pas simplement des mots, mais un peu de lumière. Vous voyez? Et c'est pour cela que cet être hak, ou cet aspect hak ou ach, est l'efficacité par excellence, parce que c'est la pleine sagesse, et celui qui est dans la lumière de la sagesse est efficace. Pourquoi? Parce qu'il connaît quelles sont les lois, quels sont les principes qu'il faut vivre et faire vivre pour chaque action qu'on mène. Donc, c'est pas moral, je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas que de l'éthique, c'est pas que de la morale, ils sont moraux, ils ont de l'éthique, etc. Mais ça dépasse l'aspect éthique, c'est de l'ontologie, c'est de la voie de l'être. Donc, la question n'est pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, mais comment j'ai réussi une vie qui soit bonne. Parce que pour réussir une vie qui soit bonne, elle ne peut pas être que bonne pour moi, mais pour l'ensemble des gens qui sont autour de moi. Parce que sinon, si ma vie fait du mal, elle n'est pas bonne. Et c'est très difficile d'avoir une vie bonne sans faire mal. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, c'est la préoccupation du cœur-conscience, donc de l'ak et de la puissance lumineuse aux questions qui représentaient mal ici, parce que je n'avais pas dessiné un gros feutre en bas. C'est un ibis, mais qui a une sorte de crête et qui le représente le hak. C'est un oiseau qui représente cette capacité de vivre l'envol. Un ibis. C'est un oiseau. D'accord. Derrière tout cela, et même si ce n'était pas marqué dans leur fiche, donc là je suis un peu plus loin, il y a un concept qui est la base de la pensée égyptienne. Si on me demande quel est l'idéal de l'Égypte, je le résumerai tout simplement par un mot, la Maat. Voilà. Alors évidemment, merci, vous me direz. La Maat est traduite dans les livres par justice, solidarité, vérité. Mais en réalité, la Maat est la condition pour qu'il y ait justice, pour qu'il y ait solidarité, pour qu'il y ait authenticité, vérité, etc. Maat n'est pas la personnification de la vérité, de la justice
de la solidarité. Elle est la condition. C'est-à-dire, quelle est la condition? La condition, c'est qu'on respecte les règles de l'univers. Et la circulation de l'énergie et de la vie qui passe à travers l'univers. Ça, c'est la condition. Et la garante de cette condition, la possibilité donc de que vérité, justice, solidarité puisse exister, est la Maat. C'est un tout petit peu plus tordu, hein, mais elle est représentée par une plume d'autruche, très légère et aérienne. Elle est la fille de la lumière. Quand Ré, le soleil qu'on a parlé tout à l'heure, va développer le monde matériel, objectif, etc., sa fille, la première chose qu'il enfante, c'est Maat. Et Maat, quand elle naît, portant sa plume de légèreté, etc., elle porte le Ankh, la vie. Donc, si la Maat est bafouée ou déréglée, pour un Égyptien, la vie est en danger. La vie dans tous ses sens. C'est ça qui est intéressant. Le démiurge fait émerger la source lumineuse d'où va sortir tout, plus la condition d'existence pour que les lois puissent se mettre en place, qui est la Maat, et ceci va nous apporter ce qu'on appelle la vie. Donc, si la Maat n'est pas installée dans la société, si la Maat n'est pas installée dans le cœur d'un homme, d'un être humain, dans ces cas-là, l'union entre les choses, la magie des relations entre différents aspects de l'univers est en danger. Et donc, toute la préoccupation des Égyptiens, c'est comment faire pour que la Maat soit présente au quotidien, dans la société et dans le cœur de quelqu'un. Et donc, pour les Égyptiens, la question c'est pas de réclamer de la justice, de la vérité et de la solidarité aux autres, mais comment moi, vous, on produit de la Maat. C'est-à-dire, après Platon va parler des biens métaphysiques, le courage, la justice, il va le rendre très clairement philosophiquement parlant. Bon, mais les Égyptiens vont dire tout simplement, chacun doit produire ce qu'il attend. Vous voulez la paix, produisez la paix. Vous voulez la justice, faites des actes justes. Vous voulez la solidarité, soyez solidaires. Et les Égyptiens sont très pragmatiques, ils passent à l'action immédiatement. Vous voyez ce que j'essaie de vous expliquer? Donc, et c'est pour ça que c'est la Maat qui juge le cœur ensuite, dans l'au-delà. Est-ce qu'un tel a produit ces biens métaphysiques dans sa vie? Est-ce qu'il était un tout petit peu solidaire? Est-ce que de temps à autre il était vrai? Est-ce qu'il respectait la justice? Est-ce qu'il pouvait promouvoir l'harmonie? Parce que tout ça, c'est harmonie. Ce dont on est en train de parler, c'est des éléments d'harmonie. C'est-à-dire, est-ce que cet être humain était un vivant parmi les vivants? Est-ce qu'il a réussi à mettre en marche la vie autour de lui et en lui, ou simplement il s'est servi de la vie pour vivre? Ce qui est totalement différent. Et pour un Égyptien, ceci est criminel. Je le dis tout de suite, c'est criminel. Qu'est-ce qu'ils disent, les textes égyptiens? Et ça, c'est très intéressant. La vide n'a pas droit à la tombe. Pour un peuple qui vraiment ne faisait que des tombes, entre guillemets, et pour qui tout le système funéraire est aussi important, vous vous rendez compte que quelqu'un qui est privé de tombe, ça veut dire qu'il est privé de la reconnaissance sociale et de son identité.
C'est-à-dire, il mérite l'oubli, la dissolution. Donc, pour vous expliquer simplement. Alors, les 3 obstacles à la maths, à cette production de la maths, donc, de réussir à incarner, à rendre objectif le hack, parce que il y a une autre phrase qui dit l'hack fait la maths et la maths est hack, c'est-à-dire efficace. Donc le hack produit la maths et le hack et la maths est hack, c'est-à-dire efficace, lumineuse, etc. La paresse, la recherche de confort. Et quand on demande à un Égyptien, mais d'où ça vient, la paresse? Il répond, il a perdu sa mémoire. Le paresseux n'a pas de finalité. Il ne sait pas bien d'où il vient, il ne sait pas où il va. Alors, comme il n'est pas conscient d'où il vient et où il va, il commence à être paresseux. Il s'installe dans une sorte de nonchalance, apparemment indolore, que petit à petit va le rétrécir le cœur et le rendre amer. Parce qu'en apparence, il fait rien, donc il est content, mais en réalité, les autres font, et il commence à avoir des problèmes. Et c'est pour ça que les Égyptiens disaient, il faut donc le mettre en action, ce paresseux. Le paresseux, il faut le comprendre comme quelqu'un qui est en inertie. Le paresseux est mécanique. Il dit la même chose tout le temps, il est prévisible, il n'y a aucun problème. C'est du mécanique. Et la société aide énormément à devenir mécanique. Il ne faut pas penser que le paresseux ne fait rien. Il fait, mais mécaniquement parlant. Donc, métro, boulot, dodo, paresseux, pour un Égyptien. Pour qu'on se comprenne, parce que vous le voyez dans une hamac. Non, on peut... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous pouvez faire de temps en temps un peu d'hamac et tout ça, c'est pas le problème. Non, du moment que vous êtes conscient de ce que vous faites, il n'y a pas de problème. Mais il faut être conscient. Il ne faut pas se trouver dans l'hamac, il faut savoir où on est, mais pourquoi on est dans l'hamac. Donc il faut le mettre en action intelligente. Il faut qu'il devienne solidaire. Donc, il faut le volontariat. Voilà, tout simplement. Et donc, on s'arrache à la paresse en commençant à comprendre qu'il y a des autres. Oh là, bonjour. Voilà, il y a d'autres. Bon, mais ça, c'est rien. C'est le premier obstacle. Le deuxième obstacle, c'est la surdité mentale. Mauvais caractère. Oui, parce que le sourd mental est en général caractérisé par un certain mauvais caractère. Vous pouvez faire des essais auprès de vos familles pour voir, vous allez statistiquement voir. Manque d'imagination. Le sourd mental, manque d'imagination des Égyptiens. La mémoire est une caractéristique du cœur pour les Égyptiens. L'imagination est autre caractéristique du cœur. Les grandes qualités mentales sont dans le cœur pour les Égyptiens. Et donc, comment on fait alors de l'écoute intérieure, apprendre l'intériorisation? Oui, et ces conseils sont très pertinents et très, très, très intemporels. Et il faut développer la confiance. La confiance. Parce que le sourd mental n'a pas confiance. C'est pour ça qu'il ne veut pas entendre. Et il ne se fait pas confiance. Parce que quand on n'a pas confiance, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Mais oui, c'est comme ça. Mais oui, on réagit comme on est dedans. Évidemment par rapport aux autres. Mais c'est la même chose.
Donc il faut leur faire récupérer sa confiance. S'il se met en action, si on passe l'étape de la paresse, bon, on aura peut-être une chance dès qu'il puisse se faire confiance et faire confiance. Alors des liens peuvent s'établir et alors on peut entendre. D'un coup, ce qui dit l'autre peut être intéressant. Oui, mais c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Mais comme je pense que je vous l'ai expliqué, la vide, l'avidité est le pire. Pour ça, il n'a pas de temps. Donc quand on arrive à l'avidité, c'est la séparativité, c'est-à-dire c'est donc la non-union, le rejet de l'union. C'est la possession, c'est l'égocentrisme, c'est surtout la crainte. Les Égyptiens disent la vide a la crainte de ne pas pouvoir aider ni servir à qui que ce soit. C'est ça qui est intéressant. Il craint de pouvoir être utile à rien par rapport à quelqu'un ou à la société ou aux autres. C'est ça qu'ils disent et ça m'a toujours touché. Rien pouvoir apporter à personne. Vous vous rendez compte ? Si on commence à imaginer qu'on ne peut rien apporter à personne, c'est un cauchemar. Parce qu'on est en train de penser que personne ne peut m'apporter quoi que ce soit. Donc, je prends tout ce que je peux et je fais payer toujours un autre pour moi. L'avare de Molière est très bon là-dessus. Il est très bon, il est très bon. Il n'était pas égyptien, mais il était bon. Oui, donc, non, je vous dis, c'est intéressant. Pour cela, il faut avoir le cœur léger. Il faut réapprendre à aimer. C'est important. Parce que l'amour est le meilleur apport qu'on peut faire à quelqu'un. Et il marche toujours. Oui. C'est-à-dire, il n'exige aucune connaissance. Il n'exige aucune connaissance. L'amour est un sentiment supérieur d'union. Je ne parle pas d'amour négocié. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Ça, c'est pas de l'amour, on est d'accord. Mais de cette capacité d'apporter des choses simples, de la proximité, de l'ouverture d'esprit, des consciences, donc de cœur, à quelqu'un, 1, 2 millions, peu importe. Et ça, c'est très important. Si on apprend à faire ça, si on développe la bienveillance, l'avidité meurt. Le cœur devient léger, et alors on passe la balance, disent les Égyptiens. Parce que le cœur devient plus léger que la plume de Mahat, alors on passe. Et sinon, parce qu'avoir le cœur lourd, on le dit plusieurs fois, j'ai le cœur lourd, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire, on risque des dangers dans ce cas-là. Donc, ça c'est l'itinéraire de conscience. Je voulais vous présenter mieux ce qu'était le vrai pouvoir pour les Égyptiens. Je pense que maintenant vous le saisissez un peu mieux. C'est Sekem, qui est si important. Et vaincre l'hostilité à l'unité. C'est-à-dire être capable de se relier. C'est ça qui est capital. Et qui nous donne la possibilité de faire des choses magiques. C'est-à-dire de pouvoir relier des éléments entre eux, les interconnecter, et faire ce qu'on appellerait aujourd'hui, et dans la théorie de la complexité, de la synergie, et un effet d'émergence. On sait aujourd'hui que si on associe plusieurs intelligences entre elles, ou plusieurs éléments entre eux, ils peuvent apporter un plus qui est supérieur aux qualités qui possèdent les parties. Ça, c'est la magie. Et c'est ça la magie pour les Égyptiens. L'interconnexion pour faire émerger une dimension autre, un état d'esprit autre, une conscience autre. Et pour ça, je vous ai parlé du cœur-conscience. Parce que soit c'est par le ventre, et dans ces cas-là, on rampe, ou c'est par la lumière, et dans ce cas, on s'envole.
Je vous souhaite un bon envol. Je vous remercie. Tous ces principes philosophiques, est-ce qu'ils étaient essentiellement concentrés parmi les élites de la population égyptienne, ou est-ce que c'était vraiment partagé par toute la population? En réalité, nous pensons en réalité que c'était partagé par un bon nombre de la population. Je vais vous dire pourquoi. Ce que je viens de vous dire sont les exercices pour apprendre à lire et écrire. Ce sont les textes qu'on copie pour apprendre à lire et écrire. Et il y avait des écoles dans tous les temples. Et autour de tous les temples, ça s'appelle des maisons de vie. Et les nombres d'Égyptiens qui savaient lire, écrire, compter, etc. est supérieur de ceux qui existaient à la Renaissance, les gens qui étaient à la Renaissance. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas 80% des lettrés, mais nous pouvons parler des 15 à 30% de la population. Bon, un. Deux, au général, dans les villages égyptiens, dans les villes égyptiennes, on avait une sorte d'astreinte pour travailler une saison, 4 mois, chaque X années, dans les temples. Parce que les temples n'est pas un édifice. Un temple est un énorme sanctuaire avec plein de choses. Des greniers, des lieux d'artisanat, des ateliers d'écriture. C'est un petit village, c'est comme un cloître. On se comprend. Alors, il y a un service qui est donné par les laïcs pour travailler dans le temple, en fonction de leur qualification. Et là, même s'ils ne vont pas au mystère de mystère, ils sont astreints à suivre des règles. Vous voyez? Donc, celle-ci. Donc, ceci permettait une éducation collective à des niveaux différents qui permettait qu'à peu près tout le monde connaissait à peu près quelques dictons et quelques phrases de cet ordre-là. Voilà. Comme tout le peuple connaissait la base des dieux et des mots et tout ça, parce que c'est quelque chose qui se partage par un système moins formel que nous, mais qui passe par capillarité aux différentes couches. Au fond, on avait écrit là une société du coup, qui prenait l'élévation de conscience, même à travers l'éducation, ce qui devait toucher une grande partie du peuple, du coup. Mais alors, on nous a souvent défendu l'Égypte comme aussi une société qui avait utilisé donc l'esclavage pour produire, donc j'imagine que c'est quelque chose à nuancer toujours. Mais à partir du moment où on a réussi à prouver qu'il y avait eu de l'esclavage, comment... On n'a pas prouvé qu'il y avait l'esclavage, justement. C'est là où je vous arrête. Non, mais le problème est le suivant. Et comme on a eu tous une grande influence biblique, tout le monde a pris comme content qu'il y avait les esclaves en Égypte. Et qu'il y avait un peuple d'esclaves qui quittait l'Égypte. Ça va, jusque-là? Donc, jusqu'au 19e, il n'y avait pas de doute que les Égyptiens avaient fait travailler sur l'esclavage. Pour l'Europe, je parle. Alors, il se trouve que les archéologues ont trouvé, en 1990, donc il y a très peu de temps, un village des constructeurs de pyramides, qui est à côté des pyramides. Et bientôt, vous pouvez le visiter. Vous allez pouvoir le visiter. Alors, qu'est-ce que ça a apporté, cet élément-là? Cet élément-là a apporté que on a trouvé la compta et ces gens étaient rémunérés. En bière, en pain, en sandales, en vêtements, etc. Ils étaient rémunérés. Un. Deux, ils avaient des médecins. Et quand ils étaient blessés, ils étaient soignés. Donc aujourd'hui, nous sommes très clairs en égyptologie qu'il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte, que les pyramides n'ont pas été faites par des esclaves. C'était la dernière des choses qu'un Égyptien aurait imaginé, puisque c'était les monuments de la lumière. Donc, aujourd'hui, nous savons que ceci est faux. Il y a eu des prisonniers de guerre.
soit clair. Et où tous les citoyens, toutes les personnes qui habitent peuvent aller porter plainte. Et l'esclavage, là-dedans, est un peu compliqué. Et nous n'avons aucune plainte et aucun procès par rapport à quelqu'un qui aurait volé un esclave d'un autre, vous comprenez? Oui, parce que c'est une propriété. Donc, non, on a des problèmes avec des âmes. Ça, oui. On a des problèmes Oui, parce que c'est très compliqué, je vous explique. Il y a des problèmes des terrains, entre paysans, entre des lopins. Je veux dire pourquoi. Parce que vous n'êtes pas propriétaire de tant d'hectares. Vous êtes propriétaire de 1/1000 de ce qui va donner la crue. Parce que la terre fertile change chaque année. Mais oui, donc vous ne pouvez pas être propriétaire de tels lots. Vous êtes propriétaire d'1/1000, d'un centième, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous êtes obligé chaque année d'arpenter, calculer la surface, et vous pouvez peut-être l'autre piétiner de quelques mètres carrés, etc. Et l'autre dit, il m'a piqué un peu de terre. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que le paysan, ce pauvre paysan ignorant, sait comment faire une surface, et comment la calculer. Sinon, il ne peut pas porter plainte. C'est amusant, non? Bon. Donc,
vous voyez ce que je veux dire? Ils sont des paysans, les gens. Ils sont des gens assez costauds caractère. Par rapport à ce qu'ils leurs propriétés, ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, etc., etc. Vous connaissez un peu le monde paysan, donc voilà. Donc, c'est intéressant. Donc, nous sommes devant une société étroite, puisque, je crois que c'était hier, le journée de la femme, il y a égalité de droits. La femme, si le mari meurt, les mariages, il y a un contrat. La femme peut garder sa fortune. Si le mari meurt, elle la récupère. 2, elle peut garder les enfants, elle peut être obligée de se marier avec quelqu'un de la famille pour continuer le patrimoine, etc. La succession est matrilinéaire et pas paternelle. C'est par la mère qu'il y a la filiation. Et c'est pour ça que Pharaon doit toujours se marier avec une princesse noble. Parce que sinon, il n'a pas, lui, la possibilité d'engendrer un enfant des successions nobles. Donc, faisons attention. Et dans des sociétés antiques, c'est la société qui a donné le plus de protagonisme à la femme. Quand Pharaon s'en va en guerre, ou à l'extérieur, ou fait le tour de Popote, qui gouverne? La reine. Avec son staff. Non, mais comprenez. Il faut comprendre. Donc, nous sommes dans une société qui est très différente des caricatures. Très différente. Très, très différente. C'est pour ça que je vous explique un peu plus large la situation. Voilà. En même temps, quand il y a les récoltes, on prélève toujours un tiers, 30%. Pour les garder, on sauvegarde des famines. Il y a un tiers pour le fonctionnement de l'État et des pharaons, un tiers par la population, et un tiers dans le cas où. Voilà comment ça fonctionne. Donc, on essaie d'anticiper, parce que la crue n'est pas égale. Il peut y avoir des moments d'une crue fabuleuse, il peut y avoir de la dèche, quoi. Donc, ceci est préservé. Donc, quand un peuple a la jugeote d'anticiper des problèmes, il faut quand même se rendre compte que ces gens réfléchissent, qui pensent d'une autre manière que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors qu'il y avait des voleurs, certainement, des assassins, il y en avait, comprenez-moi bien, il y a de tout. C'est pour ça qu'il y avait des juges, c'est pour ça qu'il y avait des flics. Il y avait de la police. Il y avait tout. Je ne vous ai pas oublié. Du coup, vous avez parlé des prisonniers de guerre, mais ça veut dire que vous introduisez déjà une distinction entre eux et les autres. Ça ne rend pas un peu le principe de solidarité? Oui, tout à fait. Et pour les Égyptiens, comme pour tous les autres peuples de l'époque, et d'abord c'était eux. Il y a un bémol à vous mettre là, qui est le suivant. Les Égyptiens, en général, ne voulaient pas aller au territoire des autres. Parce que pour eux, mourir hors de l'Égypte, c'était mourir hors du miroir du ciel, donc de l'accès direct à l'au-delà. Ceci faisait que, pendant tout l'Ancien Empire, il n'y a pas eu d'armée de métier. L'armée est venue lorsque l'Égypte fut conquis par les Hyksos, qui venaient du Moyen-Orient, de Palestine et plus haut, et qui ont occupé un siècle et demi le territoire égyptien. Là, les Égyptiens ont dit, il y a un truc, le monde a changé. Parce qu'avant, c'était des petits peuplades, des petits groupes qui venaient faire des hostilités, on les repoussait, et c'était pas très compliqué, avec quelques paysans à nord, ils allaient, ça allait. Mais là, ils avaient des chars, une métallurgie beaucoup plus sophistiquée, et ils ont battu. Là, les Égyptiens
se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Mais ils ont été sans armer les métiers obligatoires et tout ça pendant 1500 ans. C'est bien. Mais là, ils disent ils vont faire une armée réelle, ils vont copier la technologie des adversaires, ils vont innover, créer des améliorations techniques, et à partir de là, effectivement, ils se rendent compte qu'il faut sortir des frontières, créer des alliances avec des États voisins pour pouvoir faire face à des éventuelles invasions. Voilà, donc nous sommes au Nouvel Empire. Le monde change. Le monde change. Et vraiment, il avait changé, parce qu'il y a des nouvelles puissances, et tout le monde ne pense pas comme les Égyptiens. Alors quand tout le monde ne pense pas comme vous, vous le devenez pas. Ça peut arriver. Bon, ben voilà. Oui, une avant-dernière, avant que je le dise tout. On parle de la présence de la conscience et de l'élévation de l'âme. Et donc, quel était leur rapport avec le corps? Est-ce que le corps pouvait être considéré comme entravé en fait l'élévation de l'âme, ou alors justement c'était un vecteur? Non, le corps est un terminal pour les Égyptiens de tous les éléments qui sont supérieurs. Les Égyptiens ont des exercices pour travailler le corps. Et si vous allez à Beni Hassan, au Moyen Empire et Moyen Égypte, vers le 1200, 2000 avant Jésus-Christ, vous allez voir les premières scènes des luttes, les luttes gréco-romaines qu'on pense que les Grecs ont inventées. Vous allez voir toutes les séries des prises de la lutte gréco-romaine, grecque, dans les temples égyptiens. Ils pratiquaient du sport, pour être clair, des exercices, beaucoup d'exercices, je vais vous dire pourquoi. Les rites égyptiens impliquent une forme absolue, parce que les postures sont très difficiles. Et vous êtes chargé d'un équipement rituel assez lourd. Donc il faut tenir. Et les postures égyptiennes sont assez fortes. Un peu comme un yoga. Donc il y a plein d'exercices et de travail corporel énergétique qui sont faits. Donc le corps, pendant qu'il est là, il est là. Et on le travaille. Dans les écoles, on apprend à nager les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup d'exercices physiques, énergétiques et autres. Et il y a beaucoup de danses aussi. On travaille beaucoup avec la musique et la danse. Et depuis l'Ancien Empire, on voit très bien ça pas pour les fêtes, il y a des fêtes, mais il y a aussi des danses rituelles, un travail de concentration là-dessus. Donc non, c'était complet. La formation était complète. Alors après, le corps devient cadavre. Et kat devient jet. Enfin, ce sont deux mots égyptiens. Le mot corps, pour un corps qui est vivant, et un mot corps pour un corps qui est mort, n'est pas le même. Donc, il change de nature, le corps. Donc, ce n'est plus le support de vie. Alors, on va transformer le corps et dans une image, dans une statue, qui est la momie. Parce que la momie est un corps desséché, et dans lequel on a enlevé tout ce qui peut pourrir en général, et ça devient une sorte de statue organique et de la personne pour que, par sympathie magique, et l'aider à avoir la forme qu'on souhaiterait qu'il ait comme corps de gloire. Et donc, on va le mettre comme s'il était Osiris, le dieu de la mort et de la renaissance. Mais on sait parfaitement que c'est plus le corps. Et d'ailleurs, il ne rend pas culte au mort, au corps qui est mort. C'est ça qui est intéressant. On l'enterre, il est dans le caveau, mais on va rendre culte au cas. Parce que mourir, c'est passer son cas. Le cas porte la conscience, la protège vers l'au-delà. Et donc, les offrandes vont être pour le cas, pour qu'il tienne le coup. Et qu'il puisse passer, ceci c'est fait, devant la fausse porte
il y a dans chaque temple une sorte de fausse porte, une porte en pierre, dans laquelle on ne passe pas, hein, c'est comme une porte en pierre. Et bon, cette fausse porte, simplement, les éléments invisibles peuvent passer. Donc vous voyez, c'est très particulier. Parce que le corps est. Le destin du corps, dit les textes au niveau de bord, et la terre, le destin de l'âme, le ciel. Donc la question, c'est comment on dissocie tout ça. Et ça, c'est toute une autre histoire, mais c'est dans la même histoire. Bon, une dernière. Après, c'est fini, non, parce que j'ai d'autres choses. Continuez, C'était c'est juste par rapport à la philosophie que vous avez annoncée ce soir, et je conçois effectivement ça, mais finalement, tout ce principe philosophique, le fait qu'on se matérialise donc sur la Terre, avait une finalité bien spécifique à leurs yeux certainement. Parce que finalement, on part de rien, on se matérialise et on repart. Et pendant tout ce temps de matérialisation, finalement, on élève sa conscience. Oui. Mais, Ou pas. Voilà, ou pas. Surtout aujourd'hui. Oh. Et à l'époque aussi, oui, certainement. Mais finalement, pendant ce schéma-là, est-ce qu'ils avaient une définition, une raison, une explication du fait de se matérialiser? Pourquoi on se matérialisait voilà. La matière est le terrain des épreuves. La corporisation des choses rend objectif les choses. Donc pour eux, ils disaient toute pensée doit se transformer dans une action. De l'unique manière qu'on a d'être sûr que la pensée était réalisée, c'est une œuvre. Ah, oui. L'œuvre majeure est ta vie. Et c'est pour ça qu'il disait dans les textes, les meilleurs monuments qu'un homme peut construire est du bon caractère. C'est d'avoir un bon caractère. Regardez, des gars qui n'arrêtaient pas de construire en pierre, dans leurs textes partagés, ils disent bon, le meilleur monument qu'on peut construire, finalement, c'est d'avoir un bon caractère. Donc ça dit tout. Donc c'est dans le monde, ici-bas, parce qu'eux, ils ne croient pas que de l'autre côté, on aura une aide. Il dit, tu gagnes ton au-delà ici. Donc la preuve est là. Ce que tu fais de tes comportements et tes actes. Donc transforme tes pensées en paroles d'action. Voilà. À travers ton cœur conscience. Si je vais résumer. Et donc, quand des gens arrivaient à une certaine étape, on y travaillait. Parce que l'idée fondamentale pour un Égyptien, c'est comment on garde la connectique avec le monde invisible. Au niveau collectif et au niveau individuel. Tous ces temples sont des lieux de garder des connectiques. Ils sont tous des lignes, des horizons. Un temple s'appelle un horizon. De quoi? Du Dieu. Donc quand on va au fond du temple, on va à l'horizon du Dieu. Mais celui qui va arriver jusqu'à la fin, quelle est son offrande? Avoir son cœur dans la main. Donc ça exige quand même quelques prologues. Je vous remercie.